Alors, ça s'appelle les rencontres Paul Virilio, et c'est effectivement des rencontres, vous allez le voir, et je suis ravi de rencontrer François Jarige, dont je suis un lecteur régulier. Il a écrit d'innombrables articles que vous pouvez retrouver en particulier sur Kern, dont certains sur l'histoire, de la manière dont les historiens saisissent la question environnementale, par exemple, mais aussi des textes sur la manière dont les mineurs et les travailleurs du 19e siècle se nourrissaient, mangeaient, et puis aussi une critique de l'école numérique, un ouvrage collectif, qui va évidemment dans des sujets d'actualité la plus puissante. Il est maître de conférence à l'Université de Bourgogne, c'est-à-dire à Dijon, pour le dire plus simplement. Il est historien du 19e siècle, mais pas seulement, heureusement, j'allais dire, parce que ce découpage débile de l'université française en grandes séquences de temps, évidemment, vous empêche de saisir des continuités et puis des ruptures qui vont avec ces continuités. Donc, quand on dit 19e, il est aussi un historien du 18e et du 20e, bien évidemment, parce que ce qu'il aborde, ce qu'il étudie, dans, par exemple, la contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel, on voit bien que ça enjambe toutes ces décennies qui constituent ces siècles. Bon, voilà. Et donc, il est aussi l'auteur d'un très grand livre qui s'appelle « Face à la puissance, une histoire des énergies alternatives à l'âge industriel ». C'est aussi son sujet. L'âge industriel, il a du reste écrit un article qui recense, analyse, étudie cette notion de révolution industrielle qui a été contestée, comme vous le savez, par Fernand Braudel, par Emmanuel Wallerstein, etc., et d'autres, et que lui-même reconstitue historiquement. Donc, nous allons l'écouter, je suis absolument ravi, voilà, et je vais être très attentif. Eh bien, merci beaucoup pour cette aimable introduction. Donc moi, je ne suis pas, contrairement à vous, ni architecte, ni urbaniste, ni un élève proche de Paul Virilio, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, que j'ai croisé dans un livre qui s'appelait Technocritique, parce qu'il est l'un de ces penseurs majeurs de la modernité qui essayait de mettre à distance les croyances non questionnées. Et donc quand Thierry Pacaud m'a proposé de participer à vos journées, j'ai été évidemment très, très intéressé, ravi. Et le thème de l'accident m'a séduit. L'idée de faire un musée de l'accident me fascine. Je trouve ça fondamental. J'espère vraiment que vous pourrez faire aboutir ce projet parce que je crois que c'est en réalité majeur. Et donc, quand il m'a demandé d'intervenir, voilà, j'ai proposé de faire une sorte de mise en perspective ou quelques réflexions historiques sur cette question de l'accident en essayant d'interroger la genèse, la mise en place de ce qu'on pourrait appeler un régime moderne de l'accident, qui est notre époque, notre temps. Il y a eu une explosion à Beyrouth. L'accident est une pratique, est une série d'événements qui ponctuent notre quotidien, qui modèlent notre rapport au monde, qui constituent un phénomène en fait tout à fait normal de la modernité industrielle. Et Paul Virilio a de très belles formules, de très belles analyses des significations philosophiques de cette question de l'accident dans son livre L'accident originel. Donc moi, je ne suis pas philosophe, je suis juste historien et j'aimerais apporter quelques fils. Il faut toujours faire ces distinctions par prudence, surtout quand mais juste tirer quelques fils de cette question de l'accident et prendre au pied de la lettre quasiment l'expression d'accident originel en essayant d'interroger qu'est-ce que l'accident originel pour un historien. Et c'est ce que j'aimerais essayer de montrer aujourd'hui. Il y a peut-être l'accident n'est pas quelque chose d'intemporel. Le rapport à l'accident, la définition de l'accident, notre manière de penser l'accident s'est mis en place à l'âge industriel et a modelé un certain nombre de choses impossibles à questionner presque aujourd'hui. C'est autour de ça que j'aimerais tourner. Virilio disait, il parlait de l'accident artificiel qui résulte de l'innovation d'un engin ou d'une matière. Et il disait que se battre contre les dégâts du progrès, c'est avant tout découvrir la vérité cachée de nos réussites. La vérité cachée de nos réussites, je trouve cette formule formidable, parce qu'il y a effectivement une sorte de vérité cachée, et notamment dans les récits historiques, pendant des décennies, presque des siècles, depuis le XVIIIe siècle, depuis le moment où on s'est mis à écrire l'histoire de la modernité qui s'incarnait dans le progrès technique, cette question de l'accident a été passée sous silence, en fait. Toute l'histoire des techniques, c'était l'histoire d'un progrès, d'une maîtrise croissante, d'une puissance croissante, d'une puissance d'action croissante des sociétés humaines qui rendait invisible cette question de l'accident. Or, l'accident n'a cessé d'accompagner nos créations techniques. Elle en est l'envers, évidemment, elle en est le fondement caché.
Et c'est seulement très récemment, en réalité, que les historiens des techniques, ou ceux plus largement qui s'intéressent aux techniques dans les sciences humaines et sociales, ont fait de cette question de l'accident, et au-delà de l'accident, de la question de la panne, la question du dysfonctionnement, qui est en fait fondamentale dans le fonctionnement de nos systèmes techniques, un élément pour penser ces dynamiques techniques. Et ça, Virilio, en quelque sorte, a accompagné ce mouvement. Jusque dans les années 80-90, vous pouviez écrire l'histoire de toutes les grandes technologies de la modernité sans jamais évoquer la question de l'accident. Or, l'accident est omniprésent et permanent, et il faut penser comment il a été rendu invisible et comment il a été invisibilisé pour rendre possible notre société industrielle. Parce que si l'accident avait été au cœur des imaginaires et de nos pratiques, le déploiement industriel qui atteint aujourd'hui ses limites, ses fragilités à tous les niveaux, évidemment, aurait pris d'autres formes. Il a fallu cacher l'accident, il a fallu le faire accepter, il a fallu créer des logiques d'accommodement avec cet accident permanent qui modelait nos sociétés économiques. Et donc, c'est ces conditions d'installation du régime moderne de l'accident sur lequel j'aimerais revenir brièvement. N'hésitez pas à me faire des signes si vous voyez que je commence à dépasser le temps, parce que c'est possible que ça m'arrive. Donc, j'aimerais prendre un exemple, en tout cas partir, interroger un cas, un accident, ou un type d'accident qui pour moi en fait est fondamental. Et c'est autour d'un objet, puisque Paul Virilio parlait des engins, et c'était à la fois un métaphysicien, un philosophe, on va dire, mais aussi quelqu'un qui à chaque fois partait des pratiques contemporaines, partait de ce qu'il observait dans le monde. Il prend souvent l'exemple de Tchernobyl. Donc j'aimerais faire une archéologie de longue durée de Tchernobyl. Qu'est-ce que c'est Tchernobyl ? C'est une centrale nucléaire. Qu'est-ce que c'est une centrale nucléaire ? C'est une manière de produire de l'électricité, de la puissance, avec un combustible qu'on appelle l'uranium, via une sorte d'énorme chaudière. Et donc, avant le nucléaire du second XXe siècle, il y avait des machines à vapeur. Et les machines à vapeur sont pour moi la matrice de ce nouveau régime de l'accident, qui nous fait rentrer dans des nouvelles dynamiques économiques et culturelles. Avant l'âge de la machine à vapeur, les sociétés étaient des sociétés qui reposaient sur des systèmes techniques à la fois plus simples et qui provoquaient beaucoup moins d'accidents, il faut dire ce qui est, qui permettaient de produire moins de puissance, évidemment, mais qui provoquaient aussi beaucoup moins de puissance, parce que les risques, les matériaux avec lesquels on fabriquait nos cultures matérielles étaient beaucoup plus simples, beaucoup plus frustes, explosaient moins. La question de l'explosion surgit massivement avec l'invasion des machines à vapeur qui vont servir de base à un nouveau modèle économique et aussi à un nouveau régime et à une nouvelle manière de penser l'accident. Alors, la machine à vapeur, donc je vais vous parler des machines à vapeur et de leurs explosions et comment les sociétés ont géré cette question-là. Et je crois qu'autour de cela, en fait, se met en place véritablement les cadres juridiques, intellectuels et politiques de notre régime moderne de l'accident. Alors, il aurait fallu peut-être... c'est pas tout à fait vrai. C'est pas la machine à vapeur en elle-même qui inaugure le régime moderne de l'accident, parce qu'il y a déjà eu peut-être le premier grand accident technologique de la modernité industrielle et politique. Il a lieu en 1794, donc c'est l'image que vous devez voir à l'écran. C'est que je voulais évoquer parce que c'est à la fois une pathologie, quelque chose qui inaugure là aussi ce régime moderne de l'accident, l'accident de la poudrerie de Grenelle en 1794, qui est un bon exemple d'accident totalement central, totalement majeur, mais qui a été invisibilisé. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'explosion de la poudrerie de Grenelle. Je pense que beaucoup ont oublié. Et d'ailleurs, tout le monde a oublié. Et en fait, c'est l'un des plus grands accidents industriels d'Europe, encore aujourd'hui, qui a eu lieu en 1794, lorsque 150 kilos d'explosifs ont explosé dans les grands ateliers révolutionnaires de fabrication de poudre. Donc en 1794, le comité de salut public, pour les besoins de l'armée, alors que la France s'engage dans une série de guerres européennes, met en place une sorte de grandes usines de fabrication d'armement dans le nord de Paris, dans un ancien château qui s'appelait le château de Grenelle, qui était une sorte de ferme d'exploitation agricole, qui est transformé en usine de guerre en quelque sorte en 1794. Il faut produire en masse très rapidement, et cette urgence, donc on est en plein dans la dromologie là, l'urgence du politique, l'urgence de l'événement fait qu'on met en place un régime, un modèle économique qui sort du régime commun pour s'inscrire dans une logique de l'exceptionnel. Et quelques mois après la mise en fonctionnement de cette usine, elle explose, provoquant, alors les Anglais disent 1500 morts pour stigmatiser la France à l'époque, les historiens aujourd'hui disent qu'il y a eu plutôt 600 morts, 500, 600 blessés, ce qui en fait toujours l'un des plus grands accidents industriels en fait de l'Europe, de la France et de l'Europe contemporaine. Alors évidemment, il y en a eu quelques autres plus importants, Courrières dans les mines du Nord au début du XXe siècle, évidemment Tchernobyl dans l'Europe de l'Est. Mais cet accident, il est très intéressant parce qu'en fait, il inaugure déjà ce qui va donner naissance et ce qui va accompagner la multiplication des accidents. La nécessité de produire, des logiques productivistes qui s'installent dans les sociétés du XIXe siècle. L'importance
que le politique accorde à la production comme fondement de son propre pouvoir et de sa propre légitimité, et qui, au nom de la production à tout crin, pour des besoins militaires ou pour répondre à un certain nombre d'aspirations, finalement passe outre les enjeux de prudence, les enjeux les limites qui se posent nécessairement à la production. Et donc cet accident, il est à la fois très spectaculaire, il a marqué les consciences, et d'ailleurs là vous avez une gravure qui représente cet accident, où on voit bien ce qui est au cœur de l'image. Il y a un paysage champêtre autour, l'arbre qui penche, la fumée considérable qui s'échappe. Et cet accident a été extrêmement connu, extrêmement visible dans toute l'Europe du début du 19e siècle et a été peu à peu oublié au cours du 19e siècle parce qu'il fallait faire oublier les accidents. À un moment où justement ce type d'installation se multipliait un peu partout et il fallait éviter que les craintes d'accidents qui modelaient très profondément, il ne faut pas croire que la crainte de l'accident est une préoccupation récente. Je dirais que c'était une préoccupation encore plus forte au début du XXe siècle, et cette préoccupation a été peu à peu mise de côté, encadrée par toute une série de dispositifs, parce que si cette préoccupation était trop importante, évidemment, elle risquait de freiner le développement industriel qui s'imposait comme la voie du progrès des sociétés à partir du XIXe siècle. Et donc cet accident est une bonne illustration de ces logiques de visibilité et d'invisibilisation qui accompagnent toute l'histoire de la question des accidents depuis 2 siècles. Alors, mais cet accident est aussi exceptionnel et il rend invisible une autre série d'accidents qui sont quotidiens, omniprésents, qui deviennent presque la norme de fonctionnement des économies développées, industrielles à partir du XIXe siècle, c'est celui des machines à vapeur. Moi, je ne vais pas vous faire un cours sur les machines à vapeur, évidemment. Les machines à vapeur sont donc la machine, le dispositif totem de l'industrialisation. C'est on chauffe du charbon pour produire de la vapeur, pour actionner toute une série de mécanismes et puis la vapeur sera adaptée ensuite successivement. Ce principe de fonctionnement qui naît au XVIIIe siècle va être peu à peu adapté et devenir la norme de fonctionnement des grandes techniques de l'âge industriel, puisque on produira après, d'abord on produit un mouvement mécanique direct qui vont actionner toute une série de machines, toute une série, alors pour le transport, pour la production, pour toute une série d'usages, et puis ce principe du mouvement produit par la vapeur va être appliqué ensuite pour produire de l'électricité. L'électricité et l'électrification du monde va s'opérer massivement via des machines à vapeur de plus en plus puissantes, qu'on appelle des centrales thermiques, qui sont largement à l'origine du changement climatique contemporain. Et puis une centrale nucléaire, c'est rien de plus qu'une grosse machine à vapeur dont le carburant n'est plus un combustible charbonnier, mais devient de l'uranium. Et c'est toujours, et ce qui se passe évidemment, c'est entre les petites machines à vapeur qui explosent au quotidien au début du 19e siècle et ces grandes machines à vapeur spectaculaires du second 20e siècle qui, évidemment, l'échelle de l'accident, l'échelle du risque change, mais en réalité, finalement, au niveau de l'imaginaire, de l'encadrement juridique et des représentations sous-jacentes du risque, entre les premières machines à vapeur et la centrale nucléaire, il y a une sorte de fil commun qui se poursuit, qui se maintient malgré les grandes différences qui les accompagnent. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que donc, les machines à vapeur, il y a des centaines d'histoires des machines à vapeur qui ont été écrites pour légitimer cette nouvelle trajectoire technique dès le début du 19e siècle. Les ingénieurs anglais, les industriels britanniques ont écrit l'histoire de la machine à vapeur. Il y a des milliers de pages qui ont été écrites pour célébrer le perfectionnement progressif de cet outil technique, de mieux en mieux maîtrisé. Mais quasiment jamais il était question d'accident, sinon pour célébrer les réussites des ingénieurs qui parvenaient à maîtriser l'accident. Et ça, c'est le paradoxe. On parle de l'accident pour célébrer au contraire le contrôle de la technique et la maîtrise technique, là où l'accident est lui-même la manifestation de cette difficulté justement à maîtriser la technique. Alors, les accidents de machines à vapeur sont un phénomène. Alors, il y a 2 choses à se dire rapidement. Les machines à vapeur, contrairement à ce qu'on dit, se sont installées très très lentement dans les sociétés européennes, en dehors de quelques régions britanniques qui sont au cœur du capitalisme libéral anglais autour de Manchester, qui commencent à utiliser assez tôt. Il faut bien voir que les sociétés européennes du 19e siècle ne voulaient pas des machines à vapeur qui puaient, qui explosaient, qui coûtaient très cher parce qu'il fallait utiliser du charbon, qu'il fallait importer. Et la France, par exemple, doit importer plus de 50% de son charbon tout au long du 19e siècle. Et donc, beaucoup de sociétés ont essayé de tout faire pour ne pas rentrer dans l'âge du charbon et de la vapeur, en multipliant au contraire les roues hydrauliques, en utilisant au maximum l'énergie éolienne. Bon, ça, c'est des choses qu'on a oubliées, qu'on a essayé de travailler justement dans le bouquin que tu évoquais sur Face à la puissance, une histoire des énergies alternatives, qui est sorti 2 semaines avant le premier confinement, et qui fait partie de ces bouquins qui ont été un peu passé à la trappe quand même. Bon, en tout cas, la machine à vapeur donc s'installe très progressivement dans les sociétés. Ça, il faut bien le voir. Le triomphe et l'installation véritablement des machines à vapeur au cœur du système productif, c'est la fin du 19e siècle en Europe de l'Ouest. Pas avant.
Tout au long du 19e siècle, beaucoup d'acteurs ont hésité à investir dans ce genre de machines. Pourquoi ils ont hésité ? Notamment parce que justement, c'était une technique qui introduisait un nouveau risque d'accident beaucoup plus important, beaucoup plus massif et beaucoup plus dangereux. Et donc, les accidents de machines à vapeur deviennent quelque chose d'extrêmement fréquent au cours du 19e siècle. Alors, ces accidents, on les trouve ils prennent des multiples formes en fonction des endroits où on utilise, en fonction des contextes d'utilisation de ces machines à vapeur. Ceux qui vont être les plus médiatisés, sans doute, sont les accidents liés aux locomotives et aux navires à vapeur qui vont, comme vous le savez, au milieu du 19e siècle, peu à peu adopter le charbon pour accélérer le transport. Mais là aussi, ça sera très progressif. Et que ce soit dans la marine ou que ce soit dans le transport, il ne faut pas imaginer du tout que les machines à vapeur se sont substituées mécaniquement et très rapidement aux autres moyens de déplacement. Au contraire, en fait, le développement de la marine à vapeur et le développement du chemin de fer ont accompagné le développement du transport de la marine à voile et le développement des transports hippomobiles. Et il n'y a jamais eu autant de bateaux à voile et de bateaux à voile améliorés, perfectionnés, qu'autant de la marine à vapeur triomphante. Mais en tout cas, ces moyens de transport à vapeur ont donné lieu à toute une série d'accidents assez récurrents, dont vous avez là une illustration assez classique d'un bateau à vapeur avec une grande roue à aube qui circulait abondamment sur les cours d'eau en Amérique du Nord dans la deuxième moitié du 19e siècle. Or, à l'époque, ces machines explosaient assez fréquemment parce que les conditions de fabrication, la maîtrise technique, les matériaux même et la science des ingénieurs restaient encore embryonnaires, fragiles, et donc le risque était permanent dans ces machines à vapeur. Par ailleurs, en fonction des contextes d'utilisation, les risques sont plus ou moins importants et très divers. Donc, comme vous savez, les premières machines à vapeur vont d'abord être utilisées dans les mines, ce qui est assez logique parce que c'est là qu'on avait du charbon bon marché. Les premières machines à vapeur fonctionnaient très mal. Alors, non seulement elles explosaient tout le temps, mais en plus elles avaient un rendement énergétique totalement ridicule, et donc il fallait une quantité de charbon énorme pour pouvoir les faire fonctionner. Ce qui fait qu'elles étaient en fait pas rentables dans beaucoup de secteurs, et beaucoup d'acteurs préféraient utiliser d'autres types de techniques que ces machines à vapeur. Et d'autant plus que le risque qui accompagnait le fonctionnement de ces machines faisait que beaucoup d'acteurs préféraient ne pas les utiliser. Ça, c'est fréquent. Par exemple, les premiers usages de machines à vapeur, vous avez de nombreux exemples où ces machines explosent et font que les acteurs renoncent à les utiliser. Dans les mines de la Loire, par exemple, les premières machines à vapeur pour enlever l'eau du sous-sol, parce qu'en fait, c'est à ça qu'elles servaient d'abord, les machines à vapeur, elles devaient permettre de pomper l'eau pour pouvoir creuser plus profondément. Parce que quand vous creusez au-delà de 10-20 mètres, il y a de l'eau qui s'infiltre et donc vous ne pouvez pas prolonger l'exploitation. Donc la condition même d'une société extractiviste repose sur la capacité à extraire l'eau souterraine pour creuser plus profondément et extraire le charbon. Or, la première machine à vapeur utilisée vers Saint-Étienne, elle est importée d'Angleterre en 1789. Qu'est-ce qui se passe ? Elle explose. Elle fait un accident assez spectaculaire. Et pendant une vingtaine d'années, les compagnies minières, les petites compagnies minières du bassin de la Loire, en fait, vont tout faire pour ne pas utiliser la machine à vapeur à cause de cet accident originel qui a modelé les imaginaires et qui a poussé, qui a suscité énormément de craintes, d'inquiétudes. Et ça, en fait, on le trouve dans de nombreux secteurs. L'accident a modelé l'accompagnement, l'installation de ces nouveaux systèmes techniques et fait que beaucoup d'acteurs se méfiaient et faisaient tout en fait pour ne pas les utiliser. Et donc les machines à vapeur, il a fallu acculturer les sociétés à leur utilisation, il a fallu créer les conditions pour rassurer les populations pour que l'utilisation de ce type de dispositifs techniques s'installe. C'est la même chose dans les campagnes. Dans les campagnes, les machines à vapeur sont introduites plus tardivement, 70 ans après, pour faire fonctionner les premières grosses machines agricoles qu'on appelait les batteuses. Or, dans les campagnes, ça posait plein de problèmes parce que les machines à vapeur devaient être mobiles, circuler. Donc, il fallait mettre au point des techniques particulières et il fallait avoir les techniciens susceptibles de les contrôler et de les maîtriser. Ce qui n'était pas le cas de beaucoup de paysans, qui étaient des techniciens qui maîtrisaient les techniques agricoles, mais qui ne maîtrisaient pas ces techniques très particulières. Parce que la machine à vapeur, c'est aussi la première technique qui implique une sorte d'expropriation de l'usager de la technique. Parce que pour maîtriser la technique, en raison de son risque, en raison du risque d'explosion, de l'accident,
il faut disposer de compétences techniques très particulières, ce qui n'était pas le cas des techniques plus anciennes, plus robustes, plus conviviales, dirait Illich, hein, qui accompagnaient le monde agricole. Les charrues étaient fabriquées par des forgerons de village, des maréchaux ferrants, tous les outils agricoles étaient en bois, ne nécessitaient pas des compétences en matière d'ingénierie particulièrement poussées, ou en tout cas étaient fabriquées, réparables localement. La machine à vapeur doit être fabriquée par un spécialiste, contrôlée par un ingénieur, c'est-à-dire qu'elle implique une nouvelle forme d'expertise qui implique aussi, en adoptant cette technique, de s'en remettre à un spécialiste extérieur, à un expert parfois lointain. Et donc ça aussi, ça pose évidemment toute une série de problèmes. Donc il y a beaucoup de cas d'explosion de machines à vapeur dans les campagnes quand ces premières machines sont installées. Et là aussi, d'ailleurs ça a relancé la stratégie de l'énergie animale dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est beaucoup préféraient en fait utiliser des manèges de chevaux que des machines à vapeur pour faire fonctionner les premières grosses machines à battre. Les machines à battre, vous savez, c'est des grosses machines qui permettent de remplacer les batteurs au fléau pour mécaniser l'opération du battage, pour séparer les grains de la plante après la récolte. Et en fait, pendant longtemps, on n'a pas utilisé, vous avez peut-être vu des comices agricoles avec des espèces de grosses machines à vapeur, mais en fait, ça date surtout du début du XXe siècle. À la fin du 19e, on utilisait des manèges de chevaux, une technique qui paraît archaïque, mais en fait qui est développée à la fin du 19e siècle parce qu'elles apparaissent beaucoup plus sûres, beaucoup moins susceptibles d'accidents et de risques que ces grosses machines à vapeur. Donc c'était le premier point un peu que je voulais souligner, c'est que l'accident a été, c'est pas quelque chose d'anecdotique ou de secondaire dans le changement technique, c'est un élément fondamental du changement socio-technique et qui est au cœur des dynamiques de négociation que les sociétés ont avec les innovations techniques qui sont introduites dans les sociétés. Alors, ces explosions de machines à vapeur, alors, c'est je sais pas, il me reste combien de temps là? Une demi-heure. Une demi-heure? Oui. Ben non, je parle déjà depuis 25 minutes, quoi. Il me reste encore 25 minutes. Faut un quart d'heure, oui, pour être bien sûr. Oui, d'accord. Parce qu'il faut laisser un peu le temps à la discussion quand même. Non, ce que je voulais dire, voilà, premier point, ces machines à vapeur s'installent en fait très lentement, beaucoup plus lentement que le récit habituel de la révolution industrielle le laisse croire, comme si la machine à vapeur est inventée par ce génie de James Watt. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une redécouverte de Watt puisque c'est la date de début de l'Anthropocène que Crutzen a fixé au brevet de James Watt qui permet d'adapter l'ancienne machine à vapeur à de nouveaux usages industriels à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est le moment qu'on utilise pour dater. Alors il y a tout un débat sur la chronologie et l'entrée de l'Anthropocène, mais on considère généralement que c'est ce brevet de Watt sur les machines à vapeur. Mais en fait, derrière ce récit qui met la technique et l'innovation au centre, une sorte de technique démiurgique qui s'imposerait quasiment naturellement aux sociétés. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces techniques, elles sont accompagnées de débats, d'incertitudes, de conflits sociaux permanents et de négociations en fait entre les différents acteurs. Et que ce soit pour le transport, pour l'industrie lourde comme les mines, ou pour le petit artisanat rural et urbain, les logiques de négociation de la technique ont été très très différentes. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ces accidents de machines à vapeur ont modelé l'imaginaire de la société industrielle naissante. Elles ne sont pas du tout restées invisibles. Elles ont été au contraire visibles. Elles ont été chroniquées par la presse du 19e siècle. Dans la presse, vous avez, dans les faits divers quotidiens, les explosions de machines à vapeur qui reviennent de façon récurrente dans la presse quotidienne au 19e siècle, dans la plupart des pays européens. Ça devient même un signe, un marqueur de la société industrielle qui s'installe, l'explosion de machines à vapeur, le risque d'explosion, la figure de l'explosion, avec toute une esthétisation aussi de ce qu'est l'explosion, qui évidemment se prête parfaitement bien à une représentation très esthétisée, l'incendie, la fumée, les bouts de machines et de bâtiments qui se retrouvent à l'autre bout. Donc vous avez de nombreuses images qui sont produites au 19e siècle pour montrer ces explosions. Là, vous avez un exemple typique dans un journal illustré du Second Empire de 1867, qui est le moment de bascule en France où on estime que la puissance des machines à vapeur dépasse la puissance de l'énergie hydraulique en France pour des usages industriels au cours des années 1860-1870. Ce n'est pas avant. Jusqu'en 1870, l'hydraulique produit plus d'énergie pour différents usages sociaux et industriels que la machine à vapeur. Et donc là, on voit se multiplier aussi ces récits d'accidents à partir de cette époque, ce qui est logique, puisque c'est le moment où la fascination pour la vapeur devient un objet vraiment totémique des sociétés industrielles, de leur puissance et de leur progrès,
ces machines à vapeur se multiplient dans le quotidien des populations et les accidents se multiplient aussi, évidemment, avec elles. Et donc, vous avez régulièrement ce type de représentation où là, on voit par exemple un dessin qui a été fait dans les jours qui ont suivi un accident qui a eu lieu en 1867 dans la Meuse, où un industriel avait installé une grande machine à vapeur qui devait faire fonctionner toute une série de machines, notamment des scieries et toute une série de machines dans différents ateliers. Et cette machine à vapeur explose de façon spectaculaire, détruisant totalement le bâtiment. Et dès le lendemain, un journaliste rend compte de cet accident et une gravure est publiée alors là, on a une gravure qui ne montre pas l'explosion elle-même, parce que souvent on montre l'explosion, donc c'est une reconstitution après coup du fait justement du caractère spectaculaire et très esthétique de l'explosion elle-même. Là, on a une représentation donc des dégâts de l'accident. L'accident après l'accident, où on voit, il reste une seule chose, il reste la cheminée d'usine au centre, et tout le bâtiment autour a été intégralement détruit par cette explosion. Donc les machines à vapeur et leur explosion en fait sont à la fois très visibles parce qu'elles sont notamment relayées par les médias, relayées par la presse qui prend son essor au milieu du 19e siècle, et en même temps évidemment beaucoup de ces explosions restent peu visibles parce qu'elles sont souvent avec des degrés de dangerosité limités. L'explosion ne fait pas toujours des victimes parmi les humains. Les accidents peuvent avoir évidemment des degrés de gravité très variables selon les situations. Et donc autant les accidents qui ont lieu sur un bateau sont spectaculaires, sont visibles dans l'espace public, autant la plupart des accidents de machines à vapeur en fait ont lieu à l'intérieur de l'espace productif. Et beaucoup en fait restent invisibles. Alors elles peuvent être connues par les experts de l'administration, par les ingénieurs des mines qui doivent enquêter pour trouver les causes de l'accident, mais à part les riverains qui peuvent en entendre parler, l'opinion publique reste peu informée de ces explosions. Et d'ailleurs, tout est fait évidemment pour que ces explosions ne soient pas médiatisées, puisqu'il y a une lutte politique sur la visibilité ou l'invisibilité de ces explosions, dans un contexte où les doutes subsistent à l'égard de ce choix technique et de cette trajectoire technologique. Et rendre trop visibles ces accidents risquerait évidemment d'accentuer les craintes, les inquiétudes qui se manifestent par exemple par le fait qu'au 19e siècle, dès que vous installez une machine à vapeur, il y a des plaintes. Dès qu'un industriel demande, puisque pour installer une machine à vapeur qui rentre dans la catégorie des établissements dangereux et insalubres, il faut déposer une autorisation auprès du préfet. Et le préfet lance une enquête généralement de commodo in commodo avant de donner l'autorisation. Et systématiquement, quasiment, systématiquement, j'exagère un petit peu pour les besoins de la rhétorique, mais dans beaucoup de cas, en fait, les cartons d'archives au 19e siècle sont remplis de plaintes de riverains qui évoquent toute une série d'arguments pour s'opposer à l'installation d'une machine à vapeur dans le quartier, auprès de chez eux. Parmi ces arguments, il y a la question de la santé, il y a la question des fumées. Donc les ingénieurs répondent en disant c'est pas grave, on va monter les cheminées, avec une course à la hauteur qui s'installe au 19e siècle, avec l'idée que le grand thème de la dilution, évidemment, plus vous montez la cheminée, moins les impacts des fumées se feront sentir sur le voisinage. Et donc, quand des gens se plaignent des fumées, on leur dit c'est pas grave, on montera la cheminée. C'est pour ça que les cheminées deviennent de plus en plus hautes. Et à la fin du 19e siècle, vous avez des cheminées qui font 150 mètres dans certaines grandes villes industrielles. Donc, évidemment, il y a toute une dimension là de l'architecture industrielle qui est liée aussi à cette gestion et cette régulation du risque. Parmi les autres dangers, il y a la question des incendies, qui est une grande peur dans les villes du 19e siècle, et il y a la question de l'accident. Et donc les riverains mettent en scène ces accidents, mettent en garde contre le risque d'accident pour s'opposer, pour négocier l'installation de ce type d'installation industrielle dans les villes. C'est pour ça aussi que, évidemment, l'installation de ces techniques dangereuses, susceptibles d'exploser, vont ensuite se concentrer dans certains quartiers, dans certains endroits, et de plus en plus dans les périphéries des villes, d'où l'émergence aussi des banlieues industrielles, qui ne sont rien de plus au fond qu'une manière de reléguer l'accident, le risque et la nuisance à l'écart de la ville, pour rendre les risques et les nuisances invisibles à la population, et pour mieux les acclimater dans la société. Donc face à ces craintes, à ces inquiétudes qui accompagnent le progrès technique, qui modèlent ce qu'on appelle le progrès technique, évidemment, il va y avoir un gros enjeu, à la fois pour les experts, pour ces nouveaux experts de la technique, pour ceux qui soutiennent, qui voient dans la machine à vapeur le symbole du progrès, le symbole de la puissance, le symbole du nouvel âge industriel qui doit apporter abondance et bonheur aux sociétés. Il va falloir trouver les moyens d'acclimater ces machines à vapeur. Et donc, j'aimerais terminer là-dessus en évoquant
la typologie, les arguments pour installer ces machines dans le quotidien des populations qui souvent n'en voulaient pas. Et je crois que ces arguments, ces stratégies d'installation de la technique, en fait, sont ceux qui ne vont pas cesser de se perpétuer jusqu'à nos jours. Ils dessinent une sorte de cadre intellectuel, de cadre imaginaire dans lequel qui va accompagner l'essor des sociétés industrielles et l'acclimatation du risque comme un phénomène normal, quasiment du monde industriel, comme un phénomène normal, c'est-à-dire comme un phénomène qui est une sorte de contre-coup inévitable et normal du progrès des sociétés, du progrès des techniques. Et c'est là qu'il y a une invisibilisation. À partir du moment où l'accident est originel, comme dirait Virilio, il est lié lui-même à la technique. Si on veut le progrès technique, il faut qu'on accepte qu'il y a l'accident qui va avec. Et donc, il faut qu'on accepte une sorte de pensée fataliste à l'égard de l'accident. Et je crois que notre monde est marqué par ça. Une sorte de fatalisme. On sait qu'il y a des accidents, on sait qu'il y a des risques qui modèlent notre monde, on sait même que ces risques sont de plus en plus gigantesques, mais au fond, on les accepte. On les accepte parce qu'on considère que, d'une part, on a confiance dans la force de la technique et des ingénieurs pour réguler et gérer le risque, et de l'autre, on se dit que, bon, bah oui, mais c'est le contre-coup inévitable du progrès. Et donc là, se met en place une série de cadres dont on a du mal à sortir. L'un des enjeux du présent, c'est comment sortir de ce cadre intellectuel qui continue de modeler notre rapport à la question du risque. Alors, donc pour répondre, disons, je dirais les ingénieurs des mines, notamment en France, les ingénieurs des mines, qui est un corps d'ingénieurs d'État qui prend son essor au début du 19e siècle, en lien direct avec le développement de l'extraction charbonnière et des machines à vapeur. C'est-à-dire que le pouvoir des polytechniciens et des ingénieurs des mines, 5 minutes. Il me reste 5 minutes, parfait. Le pouvoir des ingénieurs des mines est directement lié à l'installation des machines à vapeur. C'est-à-dire que oui, c'est bon, 5 minutes. Leur pouvoir va être lié à leur capacité à installer les machines à vapeur et à légitimer les machines à vapeur à l'intérieur de l'État et à l'intérieur du monde industriel. Bon, donc les autorités, qui de plus en plus se sont converties au progrès technique comme condition de possibilité du progrès des sociétés, les ingénieurs, les industriels, évidemment, vont élaborer, disons, ces trois ensembles qui eux-mêmes, évidemment, là je simplifie un peu, eux-mêmes sont 3 ensembles pas homogènes et qui entretiennent des relations parfois complexes. Mais globalement, ils vont mettre en place, je crois, 4 arguments principaux qu'ils vont utiliser pour légitimer cette nouvelle technique et ses dangers. D'abord, la première, ça va être de minimiser les risques, qui est une stratégie assez classique, qui va se mettre en place progressivement dans le champ de l'expertise via toute une série de logiques, notamment via des stratégies Bon, j'ai pas le temps de commenter ça en détail. Bon, je pense que vous voyez rien là, mais vous avez des tableaux statistiques sur le risque. À partir des années 60, au moment même où les machines à vapeur s'installent, deviennent beaucoup plus nombreuses et commencent à représenter une part importante du mix énergétique pour produire de la force, les ingénieurs des mines vont se mettre à élaborer des recensements assez précis. Donc on a des recensements assez précis à partir des années 60 du nombre d'accidents. Et finalement, l'argument des ingénieurs, c'est de dire il y a à peu près en moyenne une trentaine d'accidents, d'explosions de machines à vapeur recensés en France. Alors c'est différent en Angleterre, c'est différent dans les différents pays. Toutes n'ont pas les mêmes statistiques, mais globalement, dans tous les pays européens, on voit apparaître des statistiques. Et ce qui est amusant, c'est que ces statistiques, en fait, s'accompagnent toujours d'une euphémisation du risque. C'est au contraire, alors on rapporte évidemment le risque, le nombre d'accidents, à l'ensemble des machines à vapeur. Et donc, quand on commente le nombre d'accidents, c'est plutôt pour dire, en fait, il n'y en a pas tant que ça, c'est quand même bien. Finalement, il n'y en a pas tant que ça, parce que, vu le nombre de machines en fonctionnement, il n'y en a pas tant que ça. Alors, évidemment, on calcule surtout le nombre de morts. Donc, on calcule peu les accidents plus ordinaires, plus quotidiens qui accompagnent ces accidents. Le deuxième argument pour installer les machines à vapeur, qui est un argument là, fondamental et en fait, qui continue de modeler notre rapport à l'accident, c'est d'incriminer la main-d'œuvre. C'est-à-dire que s'il y a accident, ce n'est pas la technique qui est en cause, c'est les mauvaises conditions d'utilisation. Alors ça, c'est un grand thème, évidemment, des ingénieurs, notamment du 19e siècle, qui systématiquement vont rapporter l'accident à l'inconscience des ouvriers et des travailleurs qui sont chargés d'accompagner la technique. Ce qui s'explique par le fait que, évidemment, si ce n'est pas les ouvriers qui sont en cause, c'est les ingénieurs qui vont être en cause parce qu'ils n'ont pas fait leur travail de régulation et de surveillance des machines. Donc si une machine explose, le risque, c'est qu'ils soient eux-mêmes mis en cause et rendus responsables de cet accident. Donc il y a évidemment la question des responsabilités, elle est centrale. Quand vous avez un accident qui fait plusieurs morts, il y a la question de la responsabilité qui se pose, il peut y avoir des procès.
Et donc, il faut trouver un responsable. Et donc, le responsable, c'est soit l'industriel, soit l'ingénieur, soit l'ouvrier. Dans les rapports de force des sociétés libérales du 19e siècle, c'est surtout l'ouvrier qui va être mis en cause, comme vous l'imaginez. Et donc, il y a une mise... Le responsable de l'accident technique, c'est pas la technique, c'est toujours l'ouvrier. C'est-à-dire la faiblesse de l'humain qui est pas capable de gérer la technique. Et là, on retrouve Gunther Anders, l'obsolescence de l'homme. Et le troisième? Alors le troisième, bon, je vais passer vite, mais c'est dommage, c'est plus intéressant. Non, mais il y a des questions c'est les régulations. Bousculent sur Internet. Eh ben alors ça sera l'occasion de revenir là-dedans. Voilà, troisième stratégie, hein, ça va être les formes de régulation du risque et ce que j'appellerais le solutionnisme technologique. L'accident n'implique pas une interrogation sur les choix techniques, mais implique au contraire de relancer le progrès technique par la mise en place d'améliorations, de dispositifs de sécurisation, etc. Ce qu'on pourrait appeler la stratégie du solutionnisme technologique, c'est-à-dire face à un problème technique qui est aussi un problème social, un problème politique, un problème de mode d'organisation de la société et de la production. En fait, on va répondre par une réponse technique. Vous allez améliorer, mettre en place des dispositifs, et ça c'est un grand phénomène du 19e siècle. De même, on a la même chose avec les pollutions. Dès qu'il y a des dénonciations de pollution, les ingénieurs vont dire on va monter la cheminée ou on va mettre en place des fourneaux fumivores, c'est-à-dire des trucs qui captent les pollutions. Donc on ne règle pas le problème de la pollution, on le déplace via la technique. Ça aussi, c'est une logique qui est fondamentale. Et c'est exactement la même chose avec les moteurs à explosion et avec toutes les grandes technologies symboliques du XXe siècle qui se met en place là. Bon, la dernière chose, c'est la mise en place d'une forme de délégation de la responsabilité en contexte libéral aux fabricants et à la question des assurances, qui est la dernière forme de déresponsabilisation de la technique via la mise en place et l'institutionnalisation en fait d'un système assurantiel qui permet d'organiser en quelque sorte en amont l'indemnisation pour mettre de côté la question de l'accident au sens strict. Bon, j'ai déjà été trop long, donc je vais m'arrêter là. Je voulais juste souligner qu'autour de ces quatre logiques se met en place dès la fin du 19e siècle un cadre juridique, intellectuel et politique qui va modeler notre relation à l'accident. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, avec les nouveaux accidents et les nouvelles échelles de l'accident qui se posent au XXe siècle, ces régulations, ces cadres vont se transformer, vont changer, vont être réadaptés successivement, mais ils ne vont pas fondamentalement changer. Et je crois que c'est toujours ce qui nous enferme, en réalité. Et quand vous voyez ce qui s'est passé avec Tubrizol, vous avez exactement les mêmes réactions, les mêmes réponses qui ont été apportées à cet accident technologique dans la foulée de l'événement lui-même. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci François pour cet exposé que je trouve absolument remarquable. Y a-t-il des questions par... Alors, comment ça marche là? C'est vous qui... Très bien. Alors, on a 3 questions qui viennent de Zoom. La première, c'est de Adam Pugliese qui nous demande « Bonjour, que nous raconte aujourd'hui l'accident de Ever Given qui vient de bloquer le canal de Suez, un porte-container géant qui bloque le canal près d'une semaine, accident sans précédent, spectaculaire et médiatisé mondialement. » Que nous raconte-t-il? Je trouve cet accident, il est tout à fait fascinant. Enfin, j'aurais dû faire un exposé là-dessus. Non, mais bon, j'aurais pas eu grand-chose d'original à dire, mais c'est tout à fait fascinant parce que ce qu'il nous raconte, c'est que l'une des particularités par rapport à ce que j'ai évoqué, ce qu'il nous raconte, c'est le changement d'échelle. Et le changement d'échelle qui nous plonge vraiment dans les impasses dans lesquelles on est aujourd'hui. Le changement d'échelle lié à la mondialisation néolibérale. Alors, désolé, je devais évoquer Macron, mais j'ai été pris par le temps, donc je n'ai pas pu. Mais bon, en gros, là, ce qu'il nous raconte, c'est le changement d'échelle. Et qu'on trouve en fait à tous les niveaux quand on parle d'accident aujourd'hui. C'est-à-dire que la puissance industrielle, la concentration des capitaux, la mondialisation des enjeux fait que l'accident aujourd'hui, qui était encore relativement local, évidemment, au 19e siècle, est désormais devenu à l'échelle mondiale. Et quand vous voyez qu'un accident dans le canal de Suez peut bloquer l'ensemble de l'économie mondiale, mais il se passe la même chose avec l'approvisionnement énergétique. Il y a une telle concentration de l'approvisionnement énergétique avec les grandes centrales actuelles et la mise en place des grands réseaux aujourd'hui que, à côté de l'accident, il y a la question de la panne, qui est aussi une question tout à fait fascinante à interroger. Or, en fait, le paradoxe, c'est que notre monde technique, qui s'est construit sur l'idée qu'il était de plus en plus contrôlé, maîtrisé, sécurisé, pour les raisons que j'ai dit notamment, ce solutionnisme technologique, ce poids croissant des experts et de l'ingénierie comme réponse à ces problèmes d'accident, font que on est en fait dans une société qui n'a jamais été aussi fragile. J'aime bien le livre d'Alain Gras, Fragilité de la puissance, qui résume bien la situation. C'est-à-dire que plus notre monde est puissant, plus notre monde est sûr de sa maîtrise technique des processus économiques et naturels, plus en réalité il est fragile. Parce qu'aujourd'hui, une panne dans une centrale nucléaire, et c'est quasiment une grosse partie du pays qui n'a plus d'électricité. Un problème au canal de Suez, et c'est tout l'approvisionnement de l'économie mondiale qui est bloqué.
vous avez un petit virus qui surgit et c'est là aussi l'ensemble des systèmes économiques et sociaux qui sont bloqués. Et donc, je trouve, ce que nous dit cet accident et ses effets, c'est la fragilité de la puissance du monde contemporain. Et c'est ça le paradoxe, c'est que la puissance ne va pas sans fragilité. Et on retrouve cette vérité cachée dont parlait Virilio, et ce fait, cette nécessité qu'il y a, je pense, pour les sciences humaines et sociales, à interroger justement ce qui est en permanence invisibilisé par les pouvoirs et les puissances dominantes, parce qu'elles y ont un intérêt objectif et un intérêt financier. J'ai pas évoqué ça de façon trop explicite, mais derrière tout ça, évidemment, il y a des enjeux politiques, économiques, très clairs et très nets, quoi. Seconde question. Alors oui, on a une deuxième question de Julien Lecointre, qui est « Le principe du moteur à vapeur est décrit depuis l'Antiquité et redécouvert au XVIIe siècle par Denis Papin, entre autres. Pourquoi l'émergence de la machine à vapeur s'est-elle produite si tardivement ?» Ah, ça c'est une énorme question. Il y a des travaux d'historiens, par exemple, qui s'interrogent sur le cas de la Chine, qui maîtrisait la science de la vapeur en fait depuis très longtemps et qui n'a jamais développé cette technologie. Et c'est sous la pression des Européens en fait au milieu du 19e siècle que la machine à vapeur a été introduite en Chine. Et donc l'explication classique dans le contexte impérial, c'était de dire que les sociétés non européennes étaient inférieures et donc ne pouvaient pas maîtriser cette technologie. Il fallait le génie protestant britannique pour la dompter. En réalité, ce que disent anthropologues et historiens, c'est que une technologie, pour qu'elle s'inscrive dans une société et soit acceptée par une société, il faut pas seulement, c'est pas seulement une question d'efficacité, il faut qu'elle rentre en concordance en fait avec l'ensemble des valeurs culturelles, des représentations, des modes d'organisation sociaux d'une société. Or, c'était pas le cas jusqu'à très tardivement. Vous avez raison, hein, la vapeur, le principe de la vapeur, vous faites chauffer de l'eau, ça produit de la vapeur, donc une puissance, c'est connu depuis très longtemps, ça a été interrogé par de nombreux savants jusqu'au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, en Angleterre, il y a une guerre pour savoir qui a inventé la machine à vapeur. Hein. Toujours les Français disent que c'est eux, les Anglais disent que c'est eux. Donc il y a Denis Papin, Newcomen en Angleterre, qui mettent au point les premiers convertisseurs à vapeur efficaces dans certains contextes. Et notamment, c'est ce que je vous disais, hein, ça a été utilisé d'abord pour les mines, pour enlever l'eau souterrain. Mais pendant 150 ans, ça n'a servi à rien d'autre, les machines à vapeur. Il y en avait très peu et ça ne servait qu'à ça. C'est seulement au fin 18e, début 19e. Donc pourquoi est-ce que la machine à vapeur a commencé à être utilisée à ce moment-là ? Parce qu'en réalité, les sociétés étaient prêtes d'une certaine manière et en avaient besoin, alors qu'elles n'en avaient pas besoin auparavant. Elles en avaient besoin parce que les Anglais, pour toute une série de raisons, n'avaient plus de bois à brûler. En revanche, ils avaient plein de charbon facilement utilisable. Et donc, ils se sont rendus compte que pendant 150 ans, que la machine à vapeur pouvait... on ne savait pas à quoi ça servait, hein, la vapeur, pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'évidemment, après coup, on se dit c'était évident. Mais non, jusqu'au XVIIIe siècle, c'était une sorte de prodige scientifique ou de mystère, mais qui n'avait pas d'utilité pratique. Et de toute façon, pour produire, transformer les matières, on avait d'autres moyens, d'autres outils. Donc, il n'y avait pas besoin de cette espèce de truc extrêmement dangereux et compliqué à maîtriser. Sauf les capitalistes anglais du charbon, qui, eux, ont trouvé la pertinence. Et puis, 100 ans après... d'autres usages ont été inventés pour l'industrie textile et puis ensuite pour tous les usages. Et donc ça a été une longue acculturation. Il y a des enjeux, des contextes environnementaux, des contextes culturels, des contextes politiques qui expliquent ce surgissement et cette nouvelle utilisation qui se met en place. Mais ça serait trop long à développer. Je suis aussi culturel avec ce que tu appelais l'esthétisation de certaines technologies. Je pense au recueil Les Chants modernes de Maxime Ducamp. Bon. Ultime question. Justement, comment peut-on comprendre l'invisibilisation de l'accident type machine à vapeur se combine avec son esthétisation, ce dont témoignent certaines images montrées? Oui, non, mais c'est ce que je voulais évoquer. Il y a une ambiguïté. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une grande visibilité. C'est ça mais bon, c'est toujours comme ça, hein, les processus socio-historiques, c'est ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une grande visibilité et face à cette visibilité, des stratégies d'invisibilisation. Parce qu'en fait, il y a une lutte qui est à la fois une lutte politique, une lutte économique et une lutte culturelle entre des intérêts divergents et des représentations divergentes de ce que doit être la technique, de ce que doit être le progrès technique. C'est-à-dire qu'on a toujours une lecture après coup téléologique, le progrès technique, ça devait être ce qui s'est passé finalement. Mais non, chaque époque reste ouverte avec une pluralité de champs des possibles quasiment infinie et les choix qui s'installent au final auraient pu être différents. Donc, c'est pas être anachronique de le dire, c'est réouvrir contre toute lecture téléologique de l'histoire ce qu'aurait pu être d'autres possibles. Pour le présent, c'est très important. Et donc, comment ça se passe ? En fait, voilà, il y a à la fois des logiques de visibilisation, et les médias, évidemment, vont s'emparer de l'accident parce que ça permet de faire vendre du papier. Et ces dynamiques médiatiques, elles s'installent dès le milieu du 19e siècle. Et en même temps, ceux qui ont intérêt à ce que ces accidents soient le moins médiatisés possible font tout pour l'euphémiser, le circonscrire, créer des logiques d'accommodement pour éviter que la technique ne suscite des conflits. Et donc, voilà, notre histoire,
depuis 200 ans, elle s'inscrit dans cette dialectique, dans cette ambivalence permanente dont on n'est pas sorti encore aujourd'hui. Merci beaucoup. J'avais noté plein de questions ou de remarques, mais bon, je les garderai pour moi. Nous retrouverons l'exposé de François dans le numéro 2 de Dromologie.